Bonjour, alors ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui pour partager avec vous donc, ce premier témoignage, ces premières impressions aussi, ces premières systématisations de ce que ça a été la mission canadienne, en fait québéco-canadienne, d'observation des droits humains au Chili. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc je voudrais vous présenter mon collègue Marco Sancelovici, qui est professeur au département de sociologie et qui est responsable et titulaire de la chaire sur la sociologie des mouvements sociaux, donc qui a fait partie de la délégation. Et moi-même, Isabelle Orellana, donc professeur au département de didactique et membre du Centre de recherche à l'éducation et formation à l'environnement et à l'éco-citoyenneté. Alors voilà, donc rapidement, on va tenter d'abord de faire un petit parcours qui permettra de situer la situation de révolte sociale, révolution, disent certains, soulèvement, en fait, écart. Il y a toutes sortes de termes en fait qui sont employés pour qualifier et pour caractériser, en fait, pour aller mettre en évidence l'essence profonde de ce qui se passe aujourd'hui au Chili. En fait, les schémas que vous voyez à l'écran, en fait, c'est une tentative d'illustrer ce qui se passe, en fait. Vous voyez la pointe de l'iceberg, c'est l'évasion, comme on l'a appelé, en fait, l'omission préméditée de payer les tickets du métro de la part des étudiants secondaires. Et c'est ça qui, en fait, a été le coup d'envoi ou le moment d'éclat d'une protestation sociale qui se prolonge jusqu'à aujourd'hui, et on est en février. Et ça, c'était le 18 octobre 2019. Donc, mais cette rébellion de la part des étudiants secondaires, qui était en réponse à l'annonce d'augmentation du coût de ticket, en fin de compte, il y avait toute une histoire beaucoup plus lourde, dense et difficile, donc Marcos en parlera tout à l'heure plus en détail, et que vous voyez en dessous de la surface de l'eau, donc toutes les problématiques qui sont reliées à un modèle, en fait, on en parlera un petit peu plus loin, en ce qui concerne donc les services de santé, et en ce qui concerne les services éducatifs, en ce qui concerne les services des pensions. Je dirais que c'est tous les trois axes principaux du malaise, du profond malaise social qui se vit au Chili, accompagné aussi, vous voyez là, par la Paco Gate. Paco, c'est comme les frics, Paco Gate, c'est la police, et Milico Gate, donc c'est des situations de corruption qui ont été dévoilées, mais des corruptions monstres qui ont été dévoilées, qui ont suscité la colère de la population. Donc vous voyez là une diversité d'éléments qui illustrent cette colère sociale. Donc le Chili se trouve, et ça c'est pas quelque chose qui a fait reconnu aujourd'hui, se trouve au cœur d'une profonde crise et qui a diverses dimensions, celles qu'on vient d'évoquer, des questions socio-économiques qui sont en crise aujourd'hui, mais c'est aussi une crise socio-écologique, et plus particulièrement hydrique, et ça je vais l'expliquer. Mais ce qui importe aussi de comprendre, c'est qu'il y a une conscience de la part de la population, et ça c'est tout à fait, je dirais, pour nous c'était tout à fait intéressant de constater, cette conscience d'un modèle qui ne va plus. C'est pas juste, ben, on veut une éducation gratuite, ou bien les services de santé, il faudrait les améliorer parce que la santé publique est vraiment en pénurie, mais extrême, etc., etc. Mais il y a une conscience collective d'un système qui ne va plus, qui ne marche plus, qui opprime, qui étouffe, en fait, qui ne tient pas compte des besoins, des attentes et des personnes, autant individuelles que collectives. Donc, et ça c'est une caractéristique très, très importante qui marque en fait la situation au Chili. Et par ailleurs, et en même temps, un modèle qui repose en fin de compte sur un choix, des options économiques axées essentiellement sur l'exploitation des ressources naturelles. Donc, c'est un pays qui vit de l'exportation en fin de compte, mais en même temps où on retire les maximums des écosystèmes
les ressources naturelles, et ce, de façon indéfinie, en fait, jusqu'à l'épuisement total. Donc voilà, c'est ce qui on rentrera en détail sur ce que ça implique en termes d'impact. Ça pourra faire l'objet peut-être de notre conférence, mais les impacts sont multiples, sont systémiques aussi et cumulatifs. Donc la crise hydrique, et ça peut-être, ça c'est un élément qui est important. Peut-être avant de rentrer là-dedans, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les analyses macro qui ont été faites par rapport au Chili, qui est un des pays d'ailleurs qui s'est vanté d'être le succès du modèle, en fait, qui illustre le succès du modèle parce qu'il accuse une croissance économique phénoménale, et effectivement en Amérique latine c'est un des pays qui il y a eu le taux de croissance le plus important. Sauf que dans un contexte des répartitions des plus inégales dans le monde. Hein, des plus inégales, donc les 1% de la population détient à peu près 90% des richesses. Et ils disent même, les statistiques, que ce n'est même pas les 1% plus riches, mais c'est surtout les 0,01 des plus riches qui détiennent la richesse. Donc, donc et le revenu de ces 0,01 est à peu près 40 fois plus élevé que plus de 80% de la population. Donc, c'est une situation d'inéquité profonde, et la population est à bout de souffle avec cette injustice profonde, cette ségrégation socio-économique, comme les qualifiaient les maires de la ville de Valparaiso lorsqu'on a interviewé. Alors, bon, l'exploitation des ressources naturelles, ça s'est traduit aussi par un taux de contamination énorme. En tout cas, toutes sortes de procédés, et une fiscalisation qui peut approprier, une législation qui peut approprier, puis une fiscalisation inefficiente, ou presque nulle parfois. Donc, mais la crise hydrique, et ça c'est un programme extrêmement grave qui vit le Chili, c'est la plus grave de toute son histoire. Il y a 66% du territoire qui est affecté par la sécheresse, un processus de désertification qui est en cours et en augmentation. Et le Chili est divisé en 345 communes, et de ces 345, il y a 156 qui sont en crise hydrique. Donc c'est énorme, énorme. Et ces 156 communes ont été déclarées en zone d'urgence agricole par le ministère de l'Agriculture, qui qualifie des zones affectées à tel point par des catastrophes, à tel point qui nuisent fondamentalement la production alimentaire, donc autant animale que végétale, et aussi par conséquent qui nuit les petits agriculteurs, entre autres, en fait. Il y a 40% du total de ces communes qui est déclaré en situation de pénurie hydrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, c'est les données de la Direction générale des eaux dès cette année. Ce qui veut dire qu'affecte 66,2% de la population, et ce qui veut dire 11 millions de personnes, 11 800 000 personnes qui vivent une pénurie d'eau. Donc il y a une quantité de personnes importante, environ un demi-million de personnes, qui sont approvisionnées d'eau par des camions-citernes. Donc évidemment, ces camions-citernes, transport, distribution de l'eau, c'est privé. Donc c'est devenu une des affaires les plus lucratives, et qui est en pleine croissance. Un petit peu à peu près comme nous on disait, comme les soudeurs, parce que les soudeurs, ceux qui soudent les fers, parce que le Chili est en train de se blinder face à cet éclat social. Alors partout on installe des barrières métalliques, des fers, des grilles, etc. Donc les soudeurs, c'est les grandes affaires d'aujourd'hui. Les centres-villes, tous les banques, les grandes chaînes alimentaires, les grandes chaînes de pharmacies sont blindées. Donc protégées, il n'y a plus de vitrine, en fait. Voilà, donc les transports, la distribution de l'eau, c'est devenu une affaire extrêmement lucrative. Il y a beaucoup de dénonciations par rapport au fonctionnement de ces systèmes qui en profitent, évidemment, des populations qui sont captives. Et il y a très peu de fiscalisation, comme un peu partout dans le pays, je dirais. La sécheresse a signifié aussi la mort massive d'animaux, massive, vraiment massive. Il y a des photos qui sont effrayantes à voir, d'animaux d'élevage morts, en fait. Et des rivières qui sont sèches. Et d'ailleurs, si on revient à la diapositive d'en arrière, ça c'est le rio Loa, c'est le plus long de tout le pays. C'est une rivière
qui traverse en fait la zone désertique du nord du Chili et qui est sec. Il a séché. Il a séché d'ailleurs. On était en entrevue dans le nord du Chili, justement, une entrevue collective. Et puis, il y a quelqu'un qui est sorti rapidement, c'était un avocat du Conseil des peuples autochtones atacameños. Il est revenu après, lorsqu'il a été son tour, il dit « On vient de m'informer, justement à l'instant, qu'il y a un blocage des routes de la part des communautés autochtones parce que la rivière n'a plus une goutte d'eau. » Ça veut dire plein de communautés qui n'ont plus d'eau du tout. Donc voilà, c'est une situation qui se répète à travers le Chili. Peut-être aussi, ça vaudrait la peine de signaler que, on en reviendra sur la question, parce qu'il y a des rivières qui sont en vente aujourd'hui. J'ai constaté, en janvier, il y avait 12 rivières en vente, en fait. On reviendra sur la question de l'eau et l'eau en tant que bien économique. Alors, bon, l'eau est un droit humain. Et ça c'est reconnu par la ONU, c'est un droit essentiel, c'est un droit fondamental et qui évidemment est déterminant pour la qualité de vie des personnes, la qualité de vie des populations. Donc la pénurie, le manque ou la négation d'approvisionnement constitue en fait une violation au droit humain fondamental et puis parfois l'insalubrité, et c'est le cas. D'ailleurs parce que la sécheresse, c'est pas que la maladie des animaux, il y a aussi ce qu'on appelle les maladies hydriques qui sont associées à la présence des pathogènes dans l'eau et qui causent toutes sortes de maladies. Alors voilà, il y a une violation d'un droit humain essentiel. Mais d'où ça vient la question de l'eau au Chili? Pourquoi il y a un problème? On récapitule, on fait un peu un retour en arrière. Dans les années 80, il y a une nouvelle constitution qui a été approuvée au Chili, qui a été en fait parachutée de la haute hiérarchie gouvernementale, qui était une junte militaire, une dictature militaire, et qui est devenue jusqu'aujourd'hui, qui est en vigueur aujourd'hui, il va en parler davantage Marcos, qui est l'outil fondamental sur lequel le modèle néolibéral repose. Donc il a mis toutes les bases pour pouvoir créer les conditions afin de produire la décentralisation, la privatisation à outrance, l'ouverture avec toutes sortes de facilités aux transnationales, etc. Donc, bon, comme vous le voyez là, c'est une constitution qui ne reconnaît pas les droits collectifs et qui ne reconnaît pas par ailleurs que le pays est un pays multiculturel, avec une diversité de peuples. Les peuples autochtones au Chili ne sont pas reconnus en tant que tels. Et ils ne sont pas considérés et puis n'ont pas non plus possibilité de représentativité dans les instances donc décisionnelles. Alors voilà, et parmi les dispositions qui ont été adoptées dans cette constitution, il y a celle de transformer l'État en État subsidiaire. Alors, les services de base ont été transférés à une gestion privée. Ils ont été privatisés. Et c'est le cas de la santé, c'est le cas de l'éducation, c'est le cas de la sécurité sociale. Et à l'intérieur de ces mêmes dispositions, on retrouve une disposition spécifique par rapport à l'eau qui est... C'est paradoxal parce qu'en même temps, ils disent oui, c'est un droit public, l'eau. Mais en même temps, ils la statuent de façon explicite comme un bien économique. Et ça a été le coup d'envoi pour ouvrir les grands marchés de l'eau au Chili. Et puis les grands marchés de l'eau a signifié privatiser l'eau. Donc ça s'est surtout concrétisé lors du gouvernement d'Eduardo Ruiz Tagle entre 1994 et 2000. Et ça a été consolidé, finalisé ces processus de privatisation en 2012 pendant le premier gouvernement de l'actuel président Sébastien Piñera. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que 90% des droits d'utilisation des eaux qui ne sont pas réutilisables, on dit agua consumptiva, et dans les mains d'entreprises, surtout de l'agro-industrie et minière. Donc c'est eux qui sont propriétaires des droits d'eau. Et 100% des droits d'utilisation des eaux réutilisables, les aguas non consumptives, est entre les mains des transnationales. Et puis on en reviendra sur la question de la propriété de l'eau, parce que les transnationales, il y en a que 5 qui sont là-dedans, et on verra bien, et il y a une application canadienne là-dedans. Alors, mais on dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a la question de l'eau, qui détient l'eau? Bon, essentiellement, 3 secteurs de l'économie nationale. Foresterie,
les mines et l'agro-industrie. C'est là que se retrouve la plupart en fait, de l'eau au Chili. Et c'est eux qui détiennent les droits d'eau essentiellement là. Donc le Chili, c'est un pays historiquement abondant et riche en termes miniers. Toute l'histoire d'ailleurs du mouvement ouvrier est ancrée dans la résistance, la révolte pour de meilleures conditions dans les mines à l'époque de la colonisation anglaise. Donc le Chili, c'est un pays riche en or, cuivre et surtout, c'est le premier producteur encore de cuivre dans le monde, en or, mais en lithium aujourd'hui. Le lithium, Gabriel y aurait à nous dire quelque chose là-dessus. Le lithium, le Chili appartient à ce qu'on appelle les triangles du lithium du monde, les trois pays, Bolivie, Argentine et le Chili. Le Chili, c'est le deuxième plus riche en lithium dans le monde. Alors vous imaginez la convoitise aujourd'hui par rapport à ça. Et bon, il est important de savoir, et ceux qui travaillent sur la question minière savent que les procédés miniers requièrent entre 600 et 2000, et même parfois plus, litres d'eau par seconde. Donc, et puis, ce n'est pas ponctuel, ça veut dire aujourd'hui on a besoin d'eau, c'est 24 heures sur 24 heures pendant toute l'année complète. Donc l'eau est en train d'être puisée, pas que les eaux superficielles seulement, mais les eaux des nappes phréatiques aussi. Donc c'est ce qui... et vous voyez au niveau de l'envergure, au Chili, d'après le portal minier du Chili, il y a 144 projets. C'est des projets miniers, on ne parle pas des projets en exploration. Hein. Et l'exploration en soi, c'est déjà un processus qui a un fort impact sur les écosystèmes, sur les communautés, etc. Toute la mise en place d'un projet, il y a déjà un impact multiple qui est considérable et qui est à considérer. 144 projets miniers à travers le Chili. Donc c'est énorme. Surtout dans la zone du nord. On ne voit pas la carte du tout. Hein. Et le Chili, c'est un pays difficile à montrer parce qu'il est tellement long et étroit et c'est pas évident de les mettre dans une diapositive. Mais bon, le nord du Chili, c'est surtout là qu'on retrouve les mines, et le nord du Chili est fondamentalement désertique. C'est sécheresse presque continuelle. Et lorsque j'ai eu l'occasion, il y a quelques années, d'aller visiter le projet Pascualama des Barrick Gold Corporation, une minière canadienne, la plus puissante en termes d'exploitation de l'or du monde, et ça faisait 7 ans qu'il n'avait pas eu une goutte de pluie. Donc ça vous donne une idée de la situation. Mais la pénurie d'eau au Chili, ce n'est pas la pluie, ce n'est pas les changements climatiques, malgré les discours gouvernementaux qui pointent surtout là-dessus. C'est ce type ces choix économiques qui se reposent sur l'exploitation illimitée des ressources naturelles. Et bon, on parle des mines, bien sûr, c'est très fort, mais il y a aussi toute la culture d'exportation, l'or vert. Et ça, vous le connaissez parce que vous en mangez souvent, l'avocat. La culture de l'avocat est en train de dévaster les nappes phréatiques. Pas que les nappes phréatiques, les petits agriculteurs, les communautés, etc. Les cultures d'avocats, les champs de culture sont vertes, et autour, c'est la plus grande sécheresse. Les populations n'ont pas une goutte d'eau. Et parfois, pendant 2 semaines, les camions citernes ne passent pas. Il y a plein de témoignages sur cette situation qui est terrible parce que la population se sent prise en otage. Il y a des petits agriculteurs qui, à un moment donné, ont opté pour laisser les productions locales parce que bon, l'avocat c'était plus rentable et finalement se trouvent piégés par cette situation et puis aussi aux prises des fluctuations du marché globalisé. Un autre élément à ajouter, et je vais aller rapide pour finir ce portrait en fait, de la crise socio-écologique qui vit le Chili, est celui des rivières. En fait, il y a parmi les plans d'expansion de tout ce domaine d'exploitation des ressources naturelles, il y a un plan de construire une autoroute hydrique. Une autoroute hydrique de 3900 km qui permettrait de transporter du sud du Chili. C'est une autoroute qui est faite par des mini-barrages hydroélectriques, une trentaine. Donc l'idée c'est de transporter l'eau là où elle est abondante et l'électricité là où on peut la produire de façon plus abondante, c'est-à-dire du sud du Chili vers le nord. Vous comprenez un peu l'enjeu géopolitique, le nord du Chili c'est le paradis des minières qui
ont besoin, sont assoiffés d'eau, assoiffés d'avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir fonctionner. Et donc, ce sont des projets, des barrages qui ont plein d'applications, entre autres, qui créent des situations de disputes dans les territoires autochtones, etc., etc. Et puis bon, il y a, c'est comme je vous disais tout à l'heure aussi, cette mise à l'encan de quelques rivières. En janvier, il y en avait 12 qui étaient mises à l'encan, des cours d'eau qui sont mis à l'encan. Donc, il n'y a pas eu d'acheteurs. Donc, la première, en tout cas, du mois de début du 12 janvier, je pense, il n'a pas été vendu. Alors, voilà comment ça se passe, un peu les règles du jeu. Un autre phénomène qui est important à mentionner, c'est celui des zones de sacrifice. Au Chili, il y a 5 zones de sacrifice. Ce sont des zones saturées de contamination, saturées de façon irréversible, dont la population est profondément malade. Ce sont surtout des zones qui sont statuées en tant que telles, reconnues au niveau institutionnel. Et ce sont des zones surtout autour des développements industriels et énergétiques, donc des thermoélectriques à charbon. Et des thermoélectriques, pour certaines d'entre elles, ça fait 57 ans qu'ils sont en fonctionnement. Pourtant, la vie active d'une thermoélectrique à charbon, selon les normes internationales, ne pourrait pas dépasser 27 ans. Donc vous voyez un peu le problème, sont des technologies désuètes pour beaucoup de cas. Et voilà, donc ces zones de sacrifice qui sont aussi des lieux d'explosion sociale, où il y a eu déjà des répressions. L'année 2018, la zone de Quintero Puchuncaví, qui est proche de la capitale, à environ 2h30, où il y a 16 industries, fonderies, raffineries de pétrole, thermoélectriques, etc. Il y en a 16 qui sont ensemble sur le bord de l'eau, c'est en région côtière. Il y a eu subitement de nombreuses personnes malades. En fait, durant l'été, il y a eu plus de 1000 personnes qui ont été intoxiquées et internées à l'hôpital. Ça a soulevé la colère de la population et ça a été réprimé même avec l'armée, donc très fortement. Donc vous voyez la situation des complexités et des doubles violations des droits humains, les droits à la santé et en même temps les droits à l'intégrité physique. Donc voilà comment ça se passe. Et tout cela aujourd'hui est très présent dans les marches, dans les protestations. La question de l'eau apparaît partout dans les pancartes, etc., comme quelque chose de fondamental et même comme quelque chose d'emblématique. Les zones de sacrifice, on les appelle les Tchernobyl chiliens. Vous voyez un peu comment c'est illustré. Alors, c'est ça, la population est obligée à vivre avec une épée de Damoclès constante, mais elle porte la maladie. Ce sont des générations, des gens avec des cancers, avec des maladies de la peau, des maladies respiratoires. Et ce sont des terres, des sols où normalement on ne devrait même pas cultiver une laitue. Et puis bon, les gens ils cultivent, il y a des petits agriculteurs, mais les gens parfois ils ont des potagers, etc. Mais tout ça c'est profondément contaminé. On aura l'occasion d'en parler davantage parce qu'avec Felipe et de l'équipe de recherche, on est allé faire des entrevues là. Ça fait partie d'un des cas, en fait, une de ces zones de sacrifice, c'est un des cas que nous étudions. Alors, les gens ils disent, ce n'est pas la sécheresse, c'est du saccage. Le problème, ce n'est pas un problème de sécheresse, disent, c'est un problème de saccage de l'eau par ces intérêts économiques qui sont derrière et qui possèdent en fait les droits d'utilisation de l'eau. Donc on constate une dispute territoriale énorme. Donc tout cela a éclaté le 18 octobre avec ces gestes symboliques de secondaires qui passent les tourniquets du métro sans payer et qui font appel à tout le monde à faire de la même façon. Donc cela a fait été le déclencheur d'une mobilisation que personne ne s'attendait, massive à travers tout le pays, et qui a eu une réponse de la part du gouvernement, une réponse par la force et de la répression. Et une semaine après le début des protestations, qui s'est prolongée puis qui prenait de l'ampleur, et le gouvernement déclare l'état de siège, pendant l'état d'urgence, avec un couvre-feu, puis sort l'armée dans la rue. Et bon, le constat des violations des droits humains est énorme.
Et les gens, en fait, l'information commence à circuler, des situations de torture, etc. Comme je disais, toute cette situation de mécontentement ou la question environnementale, la question plus spécifiquement de l'eau, mais ce n'est pas que l'eau, c'est les territoires qui sont en dispute donc, entre les communautés, entre les petits paysans, les autochtones et les grandes entreprises. Donc tout cela finalement a découlé dans un mouvement d'éclat, un mouvement de révolte de la part de la population, mais un mouvement de révolte qui est initié par les étudiants secondaires le 18 octobre 2019 et qui invite la population et qui invite surtout la population de Santiago, parce que ça se passe dans le métro de Santiago, à évader les paiements du ticket et à sauter par-dessus le tourniquet. Donc avec cela, je vais laisser mon collègue Marcos qui va parler davantage sur la révolte et je vous reviendrai après. C'est le 17-18 octobre qu'effectivement les étudiants et étudiantes appellent à frauder massivement le métro. Mais ça avait commencé dès le 7 octobre. Donc c'est pas un truc qui tout d'un coup arrive spontanément, c'est graduellement, pendant à peu près 2 semaines, il y a des appels à frauder collectivement. Donc c'est pas des gens qui tout seuls commencent à sauter les tourniquets du métro, ils y vont par groupe de 50, 100, 200, 300, et collectivement, il y a des appels à frauder. Et là, en fait, c'est la réaction de la police qui va amener à une massification et une radicalisation de la mobilisation. Si la police avait géré différemment, ça aurait pu se passer très différemment, mais la police a réagi de façon disproportionnée, violente, comme elle le fait souvent, et c'est ça qui a amené plein d'autres gens à venir appuyer les étudiants et à participer à la campagne de fraude collective. Aussi, pour comprendre la dynamique et le rôle des étudiants, il faut comprendre que le Chili, post-dictature, donc après 90, avec la transition à la démocratie, il y a eu une phase de léthargie, il y avait très peu de mobilisation de masse. On avait un petit peu dans le sud avec la question des luttes Mapuche, mais ça restait quand même limité géographiquement. C'est uniquement à partir de 2006, avec le mouvement étudiant et les pingouins, donc les étudiants de secondaire, qu'on appelle les pingouins, les pingouins, par l'uniforme qu'ils ont, où là, il y a une première grosse mobilisation à Santiago, mais pas qu'à Santiago, dans différentes villes du Chili. Après, en 2011, grande mobilisation étudiante, il y a les plus grandes manifestations depuis le retour de la démocratie. Ensuite, en 2000, les étudiants, ça dure environ, c'est surtout en 2011, mais il y en a un petit peu en 2012-2013. Ensuite, en 2016, il y a les grandes manifestations pour une réforme des retraites. Les retraites au Chili sont totalement privatisées. Les retraites moyennes sont d'à peu près entre 100 et 250 $ par mois, alors que le Chili est aussi cher que le Canada. Et ça, c'est si vous cotisez toute votre vie. Donc, quand vous ne cotisez pas en plus toute votre vie, vous n'avez pas de retraite, en fait. Et donc, les gens continuent à travailler jusqu'à 75, 80 ans, en fait, tant qu'ils peuvent. Donc, en 2016, il y a une très grande mobilisation pour une réforme des retraites, ça s'appelle NOMAS AFP. En 2018, il y a une très grande mobilisation féministe, sur les thèmes de l'avortement, notamment, et violences sexuelles, agressions, tout ça. Ça fait partie aussi du cycle avec MeToo et choses comme ça. Donc ça fait qu'en 2019, quand tout ça qui arrive, ça arrive quand même dans la foulée de plusieurs grandes mobilisations de masse. C'est pas comme si c'était jamais rien passé du tout. Et il y a eu aussi un apprentissage militant, un perfectionnement des tactiques utilisées, des modes de coordination utilisés, évidemment une plus grande maîtrise des médias sociaux pour se coordonner, etc. Et aussi, étant donné que beaucoup de jeunes ont participé aux différentes vagues de mobilisation, ils arrivent déjà avec un savoir-faire militant qu'ils mettent en application tout de suite. Donc ça ne part pas de rien. Mais toujours dans ces mobilisations, l'avant-garde, entre guillemets, le mot connoté politiquement, on va dire plutôt les premières à se mobiliser, c'est les étudiants et étudiantes du secondaire. Okay, et après l'université, et après ça se massifie à la population. Donc ça, c'est le premier élément. Et donc ça se joue d'abord sur le métro, et très rapidement, dès le 18, en fait, ça vire à l'émeute, de par le mode d'intervention policier très violent. Et il y a entre 18, 19, 20, il y a plein de stations de métro qui sont incendiées. Au total, il y en aura à peu près 78 stations de métro incendiées, différents degrés. Il y en a qui seront un petit peu incendiées, puis d'autres qui seront complètement calcinées. Donc ça dépend des stations. Mais il y en a 68 qui seront affectés par tout ça. Le gouvernement évalue les dommages à environ 300 millions de $. Évidemment, ça affecte aussi beaucoup les gens de la périphérie. Santiago, beaucoup de gens travaillent au centre, dans toutes les grandes villes, mais les gens vivent en périphérie,
les gens les plus pauvres surtout, dépendent totalement du métro pour réussir à aller au travail. Donc ça affecte énormément les déplacements de la population et aussi le rythme de travail, bien qu'il n'y ait pas de grève nécessairement. Dès le 19, enfin le 18 à minuit, donc en application dès le 19 à partir de 1 minute, c'est l'état d'urgence. Le gouvernement de Piñera est complètement dépassé et réagit comme le font souvent les gouvernements d'Amérique latine, c'est-à-dire en déployant l'armée. Donc plutôt que d'essayer de dire il y a des trucs focalisés qu'on peut contrôler, qu'on peut calmer la chose, faire une désescalade de la crise qu'il aurait pu faire, ça aurait été une dynamique complètement différente. Ils ont plutôt fait tout de suite une escalade énorme dans la gestion du conflit en établissant l'état d'urgence et déploiement des forces armées, ce qui est traumatisant au Chili parce que les forces armées sont déployées des fois pour les tremblements de terre par exemple, mais c'est des situations exceptionnelles, des crises humanitaires. Dans le sud, en Aragonie, à Gualmapo et les autochtones, ils sont déployés régulièrement, mais encore une fois, on ne les voit pas en fait, le pouvoir central et les médias ne les couvrent pas. Mais là, c'était déployé d'abord à Santiago, puis différentes villes, puis après à l'échelle nationale. Avec couvre-feu, donc à partir de 7 heures, les gens ne pouvaient pas être dans la rue. Et donc ça contribue beaucoup à la dynamique. Le fait qu'il y ait eu une militarisation du conflit dès le début a une influence sur les modes d'action utilisés, sur le type d'action et sur les revendications qui étaient utilisées. Très rapidement, il y a aussi beaucoup de pillages qui se multiplient, mais des pillages ciblés. Il y a des chaînes en particulier de magasins, de supermarchés qui sont visés, les pharmacies qui sont visées aussi, parce qu'il y avait eu peu avant des scandales de cartélisation des prix entre pharmacies pour faire artificiellement augmenter les prix des médicaments. Vu que la santé publique est quasiment inexistante, ben évidemment ça avait un impact énorme sur l'accès à la santé pour beaucoup de familles, des milieux populaires ou des classes moyennes. Donc certaines chaînes de pharmacies sont visées aussi par les pillages. Il y a plein d'images où on voit même des fois l'armée tolérer les pillages. C'est-à-dire il y a des patrouilles militaires qui sont témoins de pillages de supermarchés qui n'interviennent pas. Ce qui des fois amène les gens à spéculer sur les calculs que faisait le gouvernement. Est-ce que le gouvernement voulait qu'il y ait en fait beaucoup de pillages pour justifier l'usage de la force après de la part des forces armées? Donc ça c'est des spéculations sur les rapports tactiques sur le terrain. Mais bref, ça se massifie très rapidement. L'état d'urgence va du 18-19 octobre jusqu'au 28 octobre. Ça finit le 28 octobre, il y a donc levée du couvre-feu de l'état d'urgence, il y a aussi démission forcée de Chadwick, qui était ministre de l'Intérieur, donc qui ont fait porter un petit peu le blâme des excès qui commencent déjà à être documentés à l'époque. Le gouvernement, dès le 22 octobre, commence à promettre quand même des changements sociaux. Il parle d'un nouvel agenda social, mais c'est cosmétique, c'est des augmentations qui sont vraiment triviales par rapport à l'emploi des inégalités et des problèmes. D'ailleurs, le 25 octobre, la population répond un peu à l'agenda social, et il y a la plus grosse manifestation de l'histoire du Chili, avec au centre de Santiago 1,2 million de personnes réunies au centre de Santiago, et d'autres manifestations dans tout le pays, mais celle de Santiago était vraiment très très massive et pacifique. Et donc il n'y avait aucun moyen pour le gouvernement de continuer à dire que c'était simplement des bandes de voyous, de vandales qui cassaient des choses. Là c'était évident qu'il y avait un soulèvement vraiment populaire et massif de la population pour dénoncer pas simplement une politique ou l'augmentation du prix de métro de 30 pesos, qui était ça la mesure qui a provoqué l'appel à la fraude du métro, 30 pesos. Donc ça fait 30 pesos, ça fait comme 10 sous d'augmentation. Ça a l'air trivial, mais c'est qu'il y a eu d'autres augmentations préalablement, augmentation de l'électricité et tout, plus après le coût de la vie qui est très très élevé par rapport aux revenus moyens. Donc, de ça, c'est devenu une remise en question générale de tout le système économique et politique. C'est pour ça qu'un des slogans les plus communs était "No son 30 pesos, son 30 años". Ce n'est pas 30 pesos, c'est 30 ans. Donc d'accumulation de griefs et de problèmes à gérer. Levé l'état d'urgence le 28 octobre, mais après ça continue, ça ne s'arrête pas. Il y a des manifestations dans tout le pays, dans certaines villes, il y en a plusieurs par jour, dans plein de quartiers différents, qui attirent, selon les villes, mais des fois encore, plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de personnes durant tout le mois de novembre et même en décembre. Il y en a encore aujourd'hui, elles sont moins fréquentes, ça attire moins de monde, mais il y en a encore. Et c'est là aussi qu'on voit se massifier l'usage de la force pour répondre à ces manifestations. Ces manifestations n'ont pas davantage des chiffres comme tels, là, mais elles se concentrent beaucoup, après le début là, des premiers 10 jours, à Santiago, elles se concentrent beaucoup
à ce qu'elle a une place qui s'appelle, qui historiquement s'appelle Plaza Italia ou Baquedano, qui a été rebaptisée Plaza de la Dignidad, donc la place de la dignité, parce que c'est vraiment l'axe central, le fil commun, le fil d'arrière de toutes les problématiques, de toutes les revendications, c'est la question de la dignité. Et là, il y a une enquête qui a été faite durant tout le mois de novembre. Il y a des manifestations sur cette place, Baquedano, ici. Donc ici, il y a un monument de Baquedano et les gens se réunissent autour. Ici, il y a la rivière de Mapocho. Ça, c'est vraiment l'ancien centre-ville est par là, puis le centre financier est plutôt par là quand on monte vers les hauts quartiers. Et il y avait des manifestations tous les jours. Maintenant, c'est surtout tous les vendredis qu'il y en a. Elles attirent encore pas mal de monde. Et ici, ça, c'est l'Alameda, l'avenue principale qui coupe la ville en deux et qui amène à peu près à 1,5 km, 2 km plus loin au palais présidentiel de la Moneda. Donc, généralement, les manifestations remontent d'Alameda jusqu'à la Moneda, jusqu'au palais présidentiel pour faire part de leur grief au gouvernement. Mais là, il y avait ici des cordons policiers pour empêcher l'accès au gouvernement et au centre-ville. Donc, les gens se rassemblaient ici et tout ça, c'était une zone d'affrontement avec la police, pour empêcher aussi la police d'avancer et déloger les gens qui manifestaient ici. Et ça, c'est ce qu'ils appellent la primera ligne, donc la première ligne, qui, ici, empêche la police d'avancer, avec des boucliers, des pavés, etc., des barricades. Et ici, les gens manifestent, font la fête, il y a de la musique, il y a des mascottes, il y a des spectacles, il y a plein de choses qui se passent. Et donc, il y a beaucoup de créativité, il y a des graffitis, tout le quartier, c'est que des graffitis, des murales, il y a de la musique partout, vraiment le centre-ville. Pour les commerçants, c'est l'enfer, parce que tout est pillé ou barricadé, il n'y a rien qui marche. Pour les résidents, il y a tellement de gaz lacrymogène que c'est insupportable, ils ne peuvent pas vivre. Mais pour les gens qui sont là, qui manifestent, c'est une zone d'effervescence collective, de créativité, de réappropriation de l'espace public aussi. Alors que cette place-là, avant, c'était juste un truc de circulation et de transit, personne ne s'arrêtait là pour discuter ou quoi que ce soit là. Donc à ce niveau-là, ça change complètement la configuration de la ville. Mais la réponse de l'État est brutale, et là je passe la parole à Isabelle qui va revenir là-dessus. Elle est tellement forte que très rapidement, il y a une alarme généralisée de la part d'une multiplicité d'organisations de la société civile qui prennent en main la question de la défense des droits humains. Certaines de ces organisations qui existent depuis le temps de la dictature et qui sont encore en vigueur parce que bon, il y a des crimes de la dictature qui n'ont jamais été réglés, des disparus, des torturés, etc., dont certains procès sont en cours, d'autres n'ont jamais eu lieu, et voilà, donc une situation qui n'est pas réglée, une situation d'impunité que les gens vivent très profondément aussi comme une punition. Alors on constate, et les informations ils se recroisent, et puis tout se confirme qu'il y a une situation d'abus, d'excès, des répressions, avec une multiplicité aussi, une diversité d'équipements et d'armements qui font en sorte que la situation devient de plus en plus inquiétante, de plus en plus préoccupante, et dont la réponse gouvernementale est presque nulle. Donc aux protestations de la part de ces organisations et à l'appel, en fin de compte, à arrêter immédiatement la violation des droits humains, la réponse du gouvernement, c'est la négation. On parle aujourd'hui du phénomène du négationnisme de la part du gouvernement qui tente par tous les moyens aussi, au niveau des médias de communication, de banaliser la situation, puis de montrer une situation de normalisation, de retour, en fin de compte, à la vie régulière et quotidienne des Chiliens. C'est que les gens ne vivent pas. Mais autant la télévision que les médias transmettent donc une toute autre image de ce que les gens sont en train de vivre. Alors tout cela a amené aux organisations des droits humains à faire appel à l'international, à la solidarité internationale. Une toute première mission y a été donc envoyée en novembre, tout au début novembre de l'année dernière. Et nous avons ici au Canada travaillé très fortement pour pouvoir assurer une participation, ce qui n'a pas à ce moment-là été possible compte tenu des courts délais. Donc on a constitué ici au Québec une coalition de solidarité avec le Chili, avec divers acteurs, des milieux politiques, des milieux syndicaux, des milieux de la solidarité internationale, des milieux aussi académiques, et on a décidé donc de former une mission canadienne d'observation des droits humains.
Comme vous voyez à l'écran, pendant tout ce processus que nous on se mettait en marche, qu'on organisait, on articulait l'idée de la mission, il y a plusieurs autres missions d'observation qui se sont tenues. Et en répondant à cet appel qui venait de l'intérieur, ce sont des missions d'institutions reconnues au niveau international, Amnesty International, dont le tout premier rapport est complètement refusé par les gouvernements chiliens et même ridiculisé, etc. Et qui, en réponse, et compte tenu des forts appuis qu'il y avait eu, le rapport des Human Rights Watch concernant le Venezuela, et qui avait été donc utilisé un peu partout dans le monde comme la référence de ce qui se passait au Venezuela, ils ont dit on va faire appel à Human Rights Watch. Et le gouvernement s'est trouvé avec un rapport aussi fort et tranchant que celui d'Amnesty International. Ensuite, il y a eu la Commission interaméricaine des droits humains, qui d'ailleurs vient tout juste de finir la deuxième mission d'observation qui a été appelée sur le terrain, et la Commission des droits humains des Nations Unies, qui également, après plusieurs semaines de préparation et hésitation, envoie une délégation pour s'en saisir de la situation. Donc, et toutes ces délégations arrivent au même constat. Et au même constat dont on vous en parlera. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de notre mission? On a finalement, après un travail vaste d'invitation auprès des divers acteurs à travers le Canada, Vancouver, Calgary, Toronto, etc., finalement, la délégation est constituée presque de représentants des acteurs sociaux québécois, donc 3 leaders syndicaux et de la CSQ, de la CSN, de la Fédération des travailleurs et travailleuses, et aussi 2 parlementaires, donc un de Québec solidaire, donc représentant l'Assemblée parlementaire du Québec, qui d'ailleurs c'est la seule province du Canada qui a voté une motion de solidarité avec le Chili, puis des condamnations de la violation des droits humains. Et aussi, la mission était constituée d'un délégué du bloc parlementaire, du bloc québécois, donc représentant auprès du gouvernement canadien. Donc, le terrain s'est tenu entre les 18 et les 27 janvier, et dans 3 régions de Chili, donc Santiago, la capitale, où se concentre le gros de la répression, et Antofagasta, qui est au nord du Chili. Vous voyez la carte, Antofagasta, c'est une ville qui se trouve au cœur de la région minière, et c'est une ville militarisée. Déjà avant, en fait, il y a des régiments qui entourent la ville. C'est une ville aussi qui a une position géographique qui la rend particulièrement vulnérable. Il se situe tout au bord de l'océan Pacifique, et la cordillère des Andes, c'est à peu près 3 km de large, pas plus, et la cordillère est très, très haute. Et donc la ville se retrouve coincée entre la montagne et la mer, donc plus facile en termes de contrôle également et de suivi des acteurs. D'ailleurs, c'est un des endroits où on a fait des constats les plus durs en fait en termes de répression. Et la 3e région, c'était celle de Valparaíso, le principal port industriel du Chili, qui se trouve au centre, près de Santiago, où aussi les niveaux de révolte sociale est répandu et fort que la réponse répressive de la part des forces de l'ordre de la sécurité, entre guillemets. Donc, voilà, nous avons réalisé 65 heures d'entrevues, c'est surtout des entrevues groupales auprès d'organisations de la société civile et autres. Environ 99 personnes nous avons interviewées, et puis nous avons en fait rencontré une diversité d'acteurs de la société, donc des organisations des droits humains qui étaient pour la plupart déjà articulées avant ces moments de crise sociale, mais d'autres qui ont émergé pour faire face aux besoins et aux urgences. Et parmi ces organisations de la société civile, il
Il y en avait certaines qui travaillaient en articulation très étroite avec des centres de recherche universitaires qui s'est penché sur la question des violations des droits humains, mais qui surtout s'occupaient de l'accompagnement juridique des victimes, et aussi avec des groupes de santé. On a rencontré des organisations, les grandes centrales syndicales, donc des représentants des grands syndicats, des grandes centrales, des fédérations étudiantes, donc les leaders maximaux des fédérations autant secondaires qu'universitaires. On a rencontré plusieurs centres universitaires de recherche qui travaillent sur ces questions, et des associations professionnelles, notamment les collèges de médecins, qui jouent un rôle fondamental, et ce, depuis le temps de la dictature. Les collèges de médecins, ils comptent sur un département des droits humains qui est fortement impliqué à documenter et à suivre, à accompagner et à donner des services aux victimes dans le temps de la dictature et depuis jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, ils jouent un rôle très important pour faire face aux problématiques de blessures multiples associées à la répression. Plus particulièrement, il se penche sur la question de traumatismes oculaires ou des lésions oculaires qui sont causées par les projectiles de la police. Et on en reviendra là-dessus. Et on a rencontré aussi des parlementaires de diverses affiliations, et on a rencontré des représentants du gouvernement, notamment la sous-commission des droits humains du ministère de la Justice. Aussi également des institutions d'État comme l'Institut national des droits humains, et puis aussi le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits humains. Bien sûr, on a rencontré des victimes et des proches des victimes qui ont pu témoigner directement donc, de leur propre vécu, de leur propre traumatisme, de leurs propres expériences. Alors, un résumé froid de ce que nous avons pu constater. Pour nous, un des premiers constats, et les mots peuvent paraître comment dire, évidents, une répression massive et systématique. Et pour nous, c'était très important de les signaler de cette manière parce que le terme systématique a été très discuté par les autres missions d'observation, et beaucoup d'entre elles, la plupart en fait, y ont hésité à l'intégrer dans leur constat et dans leur en fait, rapport d'émission. Nous l'avons fait, et nous considérons qu'effectivement il y a une situation de répression et de violation systématique des droits humains qui se répète de manière récurrente, qui se répète à travers les pays, et puis qui suit des moules ou des schémas ou des modèles communs. Donc les façons de procéder sont à peu près les mêmes. On en parlera plus en détail avec la présentation qui suit de Marcos, et qui va décrire en fait les types d'agir de la police, bon, des forces armées, mais surtout de la police militarisée qui est déployée un peu partout dans le pays. Donc on constate, et puis bon là, qu'est-ce que nous avons fait? La première chose, ça nous a permis tout cet exercice de confirmer les constats des missions précédentes. Ça, c'était la première chose qui est apparue tout à fait évidente. Donc, de constater aussi qu'il y avait une série de catégories différentes ou distinctes et des types de violations. Donc, plus de 30 morts depuis le 18 octobre, donc 2 qui sont directement victimes des projectiles de la police. Plus de 25 000 détenus, et puis parmi les personnes détenues, il est à signaler ces phénomènes qui se produisent puis se multiplient, des préventions préventives, des détentions préventives, pardon, et qui sont surtout en majorité des jeunes du secondaire et des jeunes universitaires. Et ce sont des jeunes qui sont accusés sans preuve nécessairement tangible, mais avec un soupçon d'avoir commis un délit. Le délit peut être transport d'une bombe Molotov ou bien d'avoir participé à faire une barricade. On en reviendra aussi sur la question de la législation qui se met en place pour appuyer cette répression. Et donc des jeunes qui sont arrêtés puis sont conservés en prison entre 60 jours et 180 jours en attente que le procureur dévoile en fait l'état de la situation et pour statuer s'il y a ou pas délit, et donc s'il y a lieu ou pas à un procès.
Donc, par ailleurs, le nombre de blessés est important, plus de 3000 personnes blessées. Et nous mettons tous, avec beaucoup d'alarme, cette situation de multiplication des blessures aux yeux. En fait, on verra des images impactantes de ces situations-là. Elles sont dues aux balles de plomb. Enfin, on a mis balles de plomb, mais normalement, c'est des balles de caoutchouc de la police. Mais suite à la constatation de la profondeur et de la gravité des blessures des jeunes qui arrivaient avec ces situations dans les centres de santé, il y a des investigations qui se sont mises en place et on a constaté en fin de compte que du caoutchouc, il y avait 20%, mais à l'intérieur, c'est du plomb, 80% de plomb. Donc, c'est des projectiles qui sont, et parfois, beaucoup de jeunes, ils ont ces blessures, tu vas en parler, hein, il les tient pendant longtemps. D'autres traumatismes, c'est causé par les bombes lacrymogènes. Perte de vue, 29, dont 2 personnes de 2 yeux. Alors, il y a aussi beaucoup de cas de violences sexuelles, d'abus, de vexation, d'humiliation, et Marcos il va en parler plus en détail de tout cela. Des cas de torture, il y a des cas de simulacres de fusillement également. Donc, on reprend des pratiques qui étaient courantes dans les temps de la dictature. Et alors, c'est pas trop commun, mais l'autre élément qui n'apparaît pas là mentionné, c'est aussi des écrasements par des voitures de la police. Et ça se répète. Donc, des voitures de police qui rentrent dans les manifestants, puis écrasent parfois entre 2 voitures, et avec des motos aussi, qui passent 1 ou 2 fois sur les personnes qui tombent par terre lorsqu'ils essayent de se sauver. Donc, c'est une situation qu'on l'a constatée, puis on l'observe et qui se répète aussi. Donc, des patrons communs à travers les pays, et il y a un non-respect des protocoles de la police, mais Marcos il va parler plus en détail de toutes ces situations-là, et un non-respect aussi des protocoles ou des procédures judiciaires à suivre. On constate là énormément de négligences et des failles importantes. Et voilà, l'autre élément qui nous inquiète fortement, c'est celui de la concentration géographique et sociale de la répression. De plus en plus, celle-ci se retrouve dans ces lieux qui sont devenus emblématiques. Et dans le cas de Santiago, la Plaza de la Dignidad, qui était la Plaza Italia avant, ou Plaza Baquedano. À Antofagasta, c'était la Plaza Sotomayor, qui est devenue la place de la Résistance, et que c'est le lieu de rencontre. Et à Valparaíso, c'était la Plaza Aníbal Pinto, aujourd'hui la Plaza de la Révolution. Alors, ce sont des lieux emblématiques où les gens se réunissent semaine à semaine. Et vendredi à 5 h, c'est le rendez-vous, mais un peu partout, pendant toute la semaine, il y a toutes sortes d'activités culturelles, artistiques et autres, autour de divers aussi éléments qui sont soulevés par la population, la santé, l'éducation, etc. Il y a des rassemblements autour thématiques, on peut dire aussi. Donc, et ce qu'on constate les derniers temps, c'est une répression systématique et même quotidienne dans les quartiers populaires. Dans les quartiers populaires où les forces répressives arrivent puis gazent continuellement la population. Même dans certaines populations où l'accès est plus difficile. Ah, tu vas expliquer ça. D'accord. Donc voilà, c'est une situation qui nous inquiète parce que c'est devenu une réalité quotidienne et le peuple chilien, et c'est le sentiment qu'ils nous ont transmis, ils vivent comme une punition par le fait qu'ils protestent. Donc la protestation sociale, la revendication sociale est systématiquement punie et c'est la réponse gouvernementale. Et je vais laisser Marcos continuer. Les missions précédentes ont identifié certains types de violations de droits humains. Toutes les missions ont eu lieu en novembre, donc nous on arrive en janvier. Donc le premier constat qu'on fait d'abord, c'est qu'on constate les mêmes types de violations. Elles n'ont pas changé. Donc il y a d'abord des blessures, comme c'était mentionné, par balles de plomb, perdigones, aussi par grenades lacrymogènes. Il y a beaucoup de violences sexuelles, après il y aura les chiffres plus précis. Violences sexuelles, abus sexuels, donc c'est généralement des fouilles à nu, des mises à nu en public ou dans les commissariats, accroupissement une fois qu'on est nu, ramper nu devant les policiers. Il y a menaces de viol et il y a aussi des viols, autant pour les femmes que pour les hommes, avec des matraques. Il y a
détention non enregistrée. Ça veut dire que la police, dans les environs d'une manifestation ou durant une manifestation, vous arrête, vous met dans une fourgonnette, et plutôt que de vous amener au commissariat pour enregistrer l'arrestation, ben, vous promène en fourgonnette, des fois dans des centres de détention informels. Là, vous êtes passé à tabac, interrogé, des fois torturé, des fois violé, et après vous êtes largué en périphérie de la ville, et il n'y a aucun enregistrement de l'arrestation. Donc officiellement, l'arrestation n'a jamais eu lieu. Donc c'est pas dans les statistiques de la police, mais après vous-même, vous n'avez aussi aucun moyen légal pour dénoncer, poser plainte, parce qu'officiellement, vous n'avez jamais été arrêté. Donc ça, c'est, quand on parle de non-respect des protocoles judiciaires ou des protocoles policiers, ça en fait partie. Passage à tabac, ça en a vraiment beaucoup, concentré dans les centres, autour des places, mais aussi beaucoup dans les quartiers populaires, encore une fois, qui ne sont pas répertoriés. Il y a au niveau des protocoles policiers, évidemment, ils ne sont pas censés tabasser les gens, pour commencer, mais aussi au niveau des protocoles judiciaires. Dans les arrestations au Chili, la première étape quand vous êtes arrêté, c'est que vous passez ce qu'ils appellent en audience de contrôle de détention. Là, il y a un juge qu'on appelle juge de garantie. C'est en gros, c'est celui qui s'assure que l'arrestation s'est passée selon le respect de la loi et qui détermine si on a besoin de vous mettre en détention préventive ou non durant l'enquête. Donc en gros, est-ce que vous présentez une menace ou non? Évidemment, la grande majorité des juges considèrent très facilement que les gens constituent une menace, et donc il y a beaucoup de détention préventive, même parce qu'il n'y a pas suffisamment de preuves, comme disait Isabelle. L'enjeu, c'est que on va enquêter. Et pour enquêter, on a besoin de 90 jours, 100 jours, et pendant ce temps-là, détention préventive, où il y a beaucoup de mineurs. Et là, il y a des failles dans le processus judiciaire, parce que le juge de garantie, qui est censé superviser tout ce processus et s'assurer que ça se passe bien, des fois biaisé politiquement. Donc dans les commentaires, on voit qu'il y a des biais nets, c'est-à-dire qu'il part du principe que si on était manifestant ou une manifestante, nécessairement, on est déjà potentiellement un criminel. Donc il y a un non-respect ou une non-reconnaissance en fait, du droit de manifester comme un droit fondamental. Mais après, il y a aussi dans le type de questions qui sont posées dans l'audience, le juge de garantie est censé demander comment est-ce que vous avez été arrêté, dans quelles circonstances est-ce que vous avez été arrêté, comment s'est passée la durée d'arrestation avant qu'on vous amène à la salle d'audience, est-ce que vous avez pu rencontrer un avocat, est-ce que vous avez pu contacter de la famille ou des proches, comment est-ce que vous avez été traité. Les questions protocolaires de base que le juge est censé demander pour s'assurer que le processus respecte les normes, disons. Et d'après certaines études qui ont été faites, et là je pense notamment à un groupe de recherche mené par Jean Hersan à Santiago, on fait de l'observation dans des tribunaux, dans des cours, des audiences de contrôle de détention à Santiago, à Valparaíso et aussi dans le sud à Temuco, donc en région où il y a des conflits autochtones depuis longtemps. Et ce qu'elle constate, c'est que très souvent les juges ne posent pas ces questions-là. Donc ils ne demandent pas comment est-ce qu'on vous a traité, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Ils posent des questions de base. Et si les gens n'ont pas le réflexe eux-mêmes de mentionner ces éléments-là, ben, il n'y a aucun registre. Et en fait, après, c'est trop tard, il n'y a plus d'éléments de base pour justifier une enquête ou une mise en examen de policiers sur la base d'abus ou de non-respect des protocoles durant les arrestations. Et ça, c'est les juges qui ont la responsabilité de s'assurer que cette information-là est bien enregistrée. Et ils ne font pas leur travail correctement. Donc il y a une faille, un non-respect des procédures judiciaires. Il y a aussi, comme mentionné Isabelle, l'utilisation massive des gaz. Quand on dit que c'est concentré géographiquement, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des quartiers entiers qui sont gazés. Ce n'est pas simplement les quartiers où il y a les manifestations. Dans le cas d'Antofagasta, dans le nord par exemple, la police, les manifestations commencent au centre, mais la police repousse les manifestants vers les collines, vers les flancs de montagne, où il y a tous les quartiers populaires, où il y a les campements migrants aussi. Antofagasta, c'est la plus grosse proportion de migrants au Chili. C'est à peu près entre 11 et 12%. Et là, en fait, une fois qu'ils ont repoussé les manifestants dans les quartiers populaires, les relaciones, ils gazent tout le quartier. Et donc là, que vous ayez participé ou non aux manifestations, juste par le fait d'habiter là, vous êtes gazé. Donc il y a évidemment des personnes âgées, il y a des enfants, il y a plein de gens qui n'ont rien à voir, mais qui sont gazés automatiquement. Donc c'est pour ça que, comme disait Isabelle, il y a un sentiment de punition collective, où vraiment les gens sentent que c'est l'État qui les punit. Et dans certains quartiers populaires à Santiago, comme à Loelmida, à Peñalolén, il y a le même genre de processus, c'est par hélicoptère, au-dessus, ils jettent des grenades lacrymogènes par hélicoptère en survolant les quartiers. Donc encore une fois, c'est un usage massif et indiscriminé des bombes lacrymogènes. Bon, ça j'ai mentionné déjà, les procédures judiciaires, preuve de négligence, etc. Je ne vais pas répéter tout ça. Aussi, agression contre le même personnel
d'aide. Donc, aide de premiers soins pour tous les blessés, les observateurs des droits humains, les journalistes, bref, les différentes personnes, en gros, qui s'assurent que l'état de droit, justement, est vraiment un état de droit, qu'il y a certaines limites qui ne sont pas dépassées, qui documentent aussi éventuellement les excès ou les abus pour après, dans les procès, utiliser ce matériel-là, ou après juste au niveau de l'opinion publique, pour montrer ce qui se passe véritablement dans les manifestations. Ces gens-là sont visés aussi par la police. Des fois, ils ont été visés directement. Il y en a même qui ont été éborgnés, qui ont perdu des yeux. Il y a eu des journalistes qui ont été forcés de se dénuder en public et qui ont été aussi obligés de se mettre à quatre pattes et s'accroupir comme ça devant la police, toute nue. Il y en a qui ont été menacés de viol, de torture, etc., qui sont harcelés par la police. Donc à ce niveau-là, même les personnes qui a priori seraient un petit peu plus à l'abri de ce genre de persécution sont elles-mêmes visées en fait par la police. Moins que les manifestants directement, mais quand même, beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire. Donc, vous donner quelques chiffres. Ça, c'est les chiffres de l'Institut national des droits humains. Donc, INDH, c'est la principale source qui est utilisée par toutes les missions et par, en gros, dans tous les débats. Après, je parlerai, il y a beaucoup de problèmes avec ces chiffres-là. Mais juste pour vous donner une idée générale, depuis le 18 octobre, on parle de 3746 personnes blessées dans les hôpitaux et les centres de santé. Comme vous pouvez voir, la majorité est concentrée en région métropolitaine, mais c'est vraiment sur tout le territoire national. Donc ça, c'est la région de Santiago, mais c'est sur tout le territoire national qu'il y a des gens blessés. Encore une fois, c'est ce qui est répertorié. Vous pouvez voir qu'il y a aussi, ici, 282 mineurs. Donc il y a aussi des mineurs qui sont blessés. Ça, c'est le type de violation des droits humains ou d'abus. Donc vous pouvez voir, toujours selon l'INDH, ça c'est leur dernier rapport du 31 janvier. Ils mettent à jour les données à peu près toutes les 2 semaines. Mais usage excessif de la force, en gros passage à tabac, 886 cas répertoriés. Violence sexuelle, presque 200 cas répertoriés. Après, ça c'est comme du harcèlement, menaces de mort, choses comme ça, il y a 67 cas répertoriés. Ça c'est les humiliations. 45 cas, non c'est torture, ça c'est 109 cas répertoriés et torture, 45 cas répertoriés. Donc on parle de cas qui sont répertoriés. Ça je vais revenir encore une fois, c'est vraiment très important. Ça, je vais sauter tout ça. Les médias sont aussi touchés. D'après le collège journaliste, 48 cas de journalistes agressés par la police, donc des blessures, des fois par balle, 2 cas de violence sexuelle. Même un qui était caméraman pour une des grandes chaînes de télévision chiliennes, c'est Mega Noticias, donc c'est comme TVA, le caméraman a perdu un œil. D'après l'Observatoire des droits humains et de la liberté d'expression, lui rapporte 160 cas de journalistes touchés, donc encore une fois blessés par des armes de dissuasion, donc en gros c'est les balles à plomb, les grenades lacrymogènes, mais aussi beaucoup d'arrestations. Un autre observatoire, lui, parle de 138 cas de menaces et d'intimidation dans le premier mois, pas jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est plutôt, là, c'est jusqu'en, disons, fin décembre, début janvier, mais ça, c'est le premier mois. Donc, 138 cas de menaces et d'intimidation. Et puis, finalement, à ça, il y a aussi plein de cas répertoriés de censure où, en fait, miraculeusement, il y a des comptes Facebook ou des comptes Twitter de pages qui documentent, qui montrent des vidéos, des photos, des informations qui sont fermées ou qui sont plus accessibles, ou qui, tout d'un coup, il y a le trafic s'effondre. Ça, il y a eu d'autres pays, on a remarqué ça en France, il y a eu ça aux États-Unis, il y a eu ça aussi. Là. Donc, en gros, il y a un rôle aussi des différentes compagnies comme Facebook qui sont complices de la politique gouvernementale pour, disons, isoler le plus possible les différentes sources d'information qui remettraient en question le discours officiel du gouvernement. Vous voyez ça rapidement. Ça, c'est les sorillos, donc c'est les gaz lacrymogènes qui sont lâchés par la police. Ça, c'est les fusils qui sont utilisés pour les balles de plomb, donc les perdigones. Ça ressemble à ça. Donc, vous voyez, c'est une cartouche comme ça qui plein de petites balles. C'est ce dont parlait Isabelle. Ces balles-là sont censées être en caoutchouc officiellement. Très rapidement, les différents groupes de droits humains qui ont dit non, c'est pas du caoutchouc, il y a 20% de caoutchouc. Et à l'intérieur, c'est du silice, sulfate et du plomb. Donc en plus, on a des métaux en plus qui s'y rentrent dans le corps, en plus c'est problématique. C'est pas un truc stainless steel, un truc comme ça, mais c'est vraiment des métaux qui sont très
toxiques. Ça, c'est les blessures que ça fait. Donc là, vous voyez les impacts de balles. Imaginez si ça touche la colonne vertébrale, si ça touche des trucs vitaux, donc évidemment, ça fait très mal. Et pour les enlever, il faut une intervention chirurgicale. C'est dans les jambes. Et là, imaginez, ça c'est. Vous avez vu combien il y en a dans chaque cartouche. Hein. Donc quand ils tirent, on peut recevoir tout d'un coup une dizaine d'impacts de balles sur le corps. D'après le protocole des fabricants, ils sont censés tirer à minimum 30 mètres. Il y a plein de témoignages, de vidéos, ils ne respectent pas ça, ils tirent à 10 mètres, 15 mètres, etc. Ils sont censés viser uniquement les tibias. Il y a plein de gens blessés au visage, au torse, au cou, dans le dos, etc. Donc ils ne respectent aucun protocole. Il y a la main, dans les bras. Il y en a d'autres qui sont des types de cartouches qui ne sont même pas dans les protocoles d'intervention de la police, des carabineros, donc ils ne sont pas censés utiliser ça. Ça, on a trouvé ça en Colombie, mais c'est des fabricants américains, mais c'est utilisé aussi au Chili. Donc ça s'appelle des beanbags, donc c'est une cartouche, comme celle-là, avec à l'intérieur un petit sac plein de petites billes, comme ça. Donc ça, quand vous le recevez, ça fait des impacts comme ça. Donc ça, c'est des micro-balles de plomb. Alors, tant que c'est tout ça, les perdigones, les beanbags, tant que c'est que les jambes, le corps, ça fait très mal, mais disons, on peut dire que c'est gérable, entre guillemets. J'insiste sur les guillemets, évidemment. Là. Le problème, c'est qu'il y a plein de cas, c'est les yeux, parce qu'a mentionné Isabelle. Donc, on parle maintenant de 427, depuis le 18 octobre, 427 blessures oculaires, à peu près une trentaine de personnes qui ont été éborgnées. Pour vous donner une idée, sur les territoires occupés palestiniens, en 6 ans, il y a eu à peu près 150 blessures oculaires. Okay, donc là, en 3 mois et demi, il y a plus qu'en 6 ans en Palestine, qui est pourtant pas une des régions les plus calmes du monde. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est tout le symbole partout des campagnes de tous les gens qui ont perdu des yeux à cause de l'usage de ces types de cartouches. Et donc les yeux est devenu vraiment un symbole très important dans tout le soulèvement et dans la répression, parce qu'il y a évidemment ce que ça représente comme blessure, et à vie, la séquelle à vie de ce type de blessure, et qui est massive, encore une fois, mais aussi le symbole du soulèvement, c'est Chile despertó. Le Chili s'est réveillé, le Chili a ouvert les yeux. Et là, symboliquement, on force les gens à ne pas regarder, ils perdent leurs yeux. Donc il y a des manifestations comme ça, où par symbole, par solidarité, on se met des trucs sur les yeux pour dénoncer la répression. Et partout, on voit les affiches comme ça, avec le Chili qui pleure du sang, et ça étant la carte du Chili, et donc pour représenter les blessures aux yeux. Donc c'est vraiment un des symboles les plus récurrents et les plus importants dans la mobilisation. Un autre type de dommage qui est fait, ça c'est les guanacos, les canons à eau. D'abord c'est très très puissant. Si vous recevez le jet d'eau, là on dirait que c'est juste, il fait chaud, c'est cool, ils vous rafraîchissent là, mais si vous recevez le jet d'eau, ça vous transporte, ça vous propulse totalement contre le mur, donc vous pouvez une blessure juste de par l'impact et la chute après. Mais en plus, il y a des études qui ont montré qu'il y a des gaz et des produits toxiques dans l'eau. Donc quand on reçoit l'eau, si on rapidement, disons dans l'heure qui suit, on ne va pas se doucher, se laver pour enlever l'eau du guanaco, et généralement les gens ils restent dans les manifestations, ils sont au centre, ils ne vont pas tout de suite courir chez eux, ils ont les vêtements imbibés d'eau, et ça brûle le corps. Donc voici ce que ça donne après comme brûlure. Donc il y a plein de cas répertoriés où en fait quand on a ça pendant des heures, tous les vêtements imbibés de ce produit-là pendant des heures, et on ne se rince pas, il y a plein de cas de gens comme ça qui sont brûlés à cause de l'eau des guanacos. La police nie totalement ça, dit que les études ne sont pas fiables, mais ne peut pas expliquer pour autant comment ça se fait qu'il y a autant de gens brûlés. Donc, comme je disais, les missions ont toutes identifié ce genre de problème-là en novembre. Ça dit, voilà, c'est pas nouveau. Nous, ce sur quoi on insiste beaucoup, c'est que ça continue. C'est pas vrai, parce que le gouvernement dit le pire est passé, tout ça c'était au début, c'était l'armée, l'état d'urgence. Non, d'ailleurs, l'armée est responsable de 5% des cas. 95% des cas, c'est la police, c'est Carabineros, c'est pas l'armée. Et il y a c'est vrai qu'au début c'était plus fort, mais aujourd'hui, c'est encore un problème. Si on regarde les chiffres de l'INDH, on voit. Ça, c'est des blessures. On voit, tout ça, c'est en octobre. Jusque-là, c'est en octobre. Donc, effectivement, on parle par jour d'environ 400 blessures. Donc, il y a un pic, effectivement, au début, durant l'état d'urgence. Mais après, durant tout le mois de novembre, ça continue. Puis ici, là, attention, l'échelle n'est pas la même. On parle de 0 à 35, là, ça va à 450. Donc, l'échelle n'est pas la même, c'est beaucoup plus bas.
Mais quand même, jusqu'à fin janvier, 24 janvier, 22 janvier, on est quand même à peu près une dizaine de blessures par jour. Okay, donc, c'est beaucoup moins intense qu'au début, mais on parle quand même d'une dizaine de blessures par jour, par moment. Donc, une blessure, ça veut vouloir dire perdre un œil, etc. Donc, baisse d'intensité, mais c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans une normalisation ou un apaisement, quoi. Pareil pour les blessures oculaires, là, vous pouvez voir. Juste pour vous montrer aussi, là on ne voit pas de loin, hein, mais ça en rouge c'est les armes à feu, en bleu c'est les grenades lacrymogènes. Donc qu'est-ce qui provoque les blessures oculaires, les blessures oculaires? Fin novembre, quand il y a eu accumulation, commençait à avoir dans les médias, on commençait à parler du problème des yeux, des pertes d'yeux, la police a dit on arrête d'utiliser les balles de plomb, les perdigones, on va arrêter ça. Ils ont dit ça fin novembre. Donc à peu près, ici ils ont dit ça. Ils vont garder pourtant, depuis là, tout ça là, le Bordeaux là, tout ça c'est des blessures par balle. Donc ils continuent à utiliser. Ils ont dit qu'ils allaient arrêter, enfin, ils continuent, ils ne respectent aucun protocole. Ils disent on ne fait pas ça, on ne fait jamais ça, on fait attention. Dans la pratique là, ils ne respectent rien. Et pour accompagner la baisse relative de l'usage des balles de plomb, ben là vous voyez le bleu qui était très peu présent ici, le bleu augmente, c'est les grenades lacrymogènes. Donc il y a moins de balles de plomb utilisées, il y en a encore, mais il y en a moins qu'au début. Par contre, il y a augmentation d'usage des grenades lacrymogènes qui, quand elles explosent près du visage, ben là on perd les yeux, ou un œil, ou les deux. Donc à ce niveau-là, on insiste sur le fait qu'il y a eu baisse d'intensité, mais ce n'est pas disparu. Et enfin, pour les arrestations, on est rendu à peu près là 25-26 000 arrestations depuis le début. Il y en a à peu près entre 2500 et 3000 qui sont encore en prison, en grande partie par les mesures de détention préventive, comme disait Isabelle. C'est-à-dire, il n'y a pas eu enquête encore, il n'y a pas eu procès encore, mais on vous met quand même pour 3 mois, 4 mois en prison, puis on verra plus tard. Il y a des mineurs, évidemment, là-dedans. Au début, près de 1000 arrestations par jour. Maintenant, il y en a moins, mais vous voyez qu'il y en a encore. Puis là, on est quand même à peu près 50 arrestations par jour. Donc, c'est encore une fois baisse d'intensité, mais ça, il n'y a pas du tout d'apaisement réel. Il y a encore des mobilisations et il y a encore une forte répression. Donc, tout ça pour dire que tout ça, c'est vraiment la pointe de l'iceberg. Toutes ces données, comme j'ai dit, elles viennent de l'Institut national des droits humains. Et on parle de pointe de l'iceberg parce qu'ils ne montrent que ce qu'ils peuvent observer eux-mêmes. Si ce n'est pas observé, ce n'est pas recensé. Par le personnel. Oui. Donc il faut que le personnel de l'INDH soit dans le commissariat, dans l'hôpital, dans le centre de détention ou dans la manifestation et voit et note pour que ce soit recensé. Et comme vous imaginez très bien, il ne voit qu'une petite partie. Il y a tellement de manifestations, il y a tellement de trucs qui se passent partout qu'il ne voit qu'une petite partie. Dans certaines villes, ils sont 3, 4 pour gérer toute la ville. Donc les commissariats, les centres de détention, les centres de santé, les hôpitaux et tout ce qui se passe dans les manifestations. Donc évidemment, ce qu'ils peuvent enregistrer et répertorier, c'est une toute petite partie. À Antofagasta, quand on est allé là, on a reçu le témoignage du groupe Droits Humains qui disait ils sont non seulement débordés, mais en plus, ils ne sont pas systématiques. Régulièrement, c'est nous qui les appelons, en disant allez au commissariat, il y a eu plein d'arrestations, allez au commissariat pour noter, pour enregistrer, pour vérifier. Donc à ce niveau-là, c'est très très partiel comme information. Ensuite, il y a beaucoup de blessures, d'arrestations, d'abus qui sont répertoriés nulle part. Il y a beaucoup de gens blessés qui ne vont pas aux hôpitaux, parce que la police arrête dans les hôpitaux. D'ailleurs, un des problèmes qui a été soulevé, c'est de demander aux hôpitaux d'arrêter de prévenir la police systématiquement, parce que les gens ont peur, ne veulent plus aller dans les hôpitaux, parce qu'ils se sont blessés dans une manifestation, l'hôpital prévient la police, ils se font arrêter, alors qu'ils sont encore sur la civière. Donc il y a des gens qui, pour ne pas se faire arrêter, même s'ils sont blessés, ne vont pas aux hôpitaux, et dans des centres de santé informels, où eux-mêmes, on a eu des témoignages que les gens en première ligne, pour enlever les perdigones, donc les balles de plomb dans la peau, ils font ça avec des lames de rasoir. Ils ouvrent comme ça, ils éjectent la balle de plomb, mettent de l'alcool, et c'est fini, mais pour ne pas aller à l'hôpital. Donc ça peut évidemment être problématique, comme vous pouvez imaginer. Et donc, pareil aussi les arrestations. Si elles ne sont pas répertoriées, si elles ne sont pas enregistrées, si on arrête les gens informellement, voire en civil, on les trimballe à gauche à droite durant la journée, on les menace, on les torture, on les viole, on les tabasse, puis on les lâche en périphérie, officiellement il n'y a pas eu d'arrestation, c'est pas dans les statistiques officielles non plus. Donc tout ce qu'on voit, tout ce qu'on peut documenter, ce n'est vraiment que la pointe de l'iceberg, j'ai déjà dit.
dernier point que je mentionnerai, je vous ai cité tout à l'heure des différents groupes de journalistes, collèges journalistes, etc. Comme vous pouvez voir, c'est tout ça, là, il n'y a aucune source, aucun rapport, aucun organisme qui va agréger toutes ces données. Donc c'est nous, en sollicitant les différents groupes, chaque fois on a des chiffres. Mais il n'y a pas de truc généralisé ou centralisé. Donc on a un portrait très fragmenté en fait de ce qui se passe. Non seulement c'est la pointe de l'iceberg, mais en plus c'est fragmenté ce qu'on a comme données. L'INDH devrait faire ça, vu que c'est lui qui a le plus de ressources, il devrait agréger ce qui se passe dans différentes villes, différentes régions du Chili, mais aussi différents secteurs, différentes promotions, différentes professions, je veux dire, différents types de répression, mais ce travail-là n'est pas fait. Donc si on ne va pas systématiquement voir tous les groupes, parler à tous les groupes, puis après essayer de nous-mêmes faire un portrait, en fait, on voit juste une toute petite partie de ce qui se passe réellement. Et juste pour vous donner une idée, dernier rapport du procureur du Chili, la Fiscalia, fin janvier, qui a été déposé, il y a eu à date 5558 plaintes pour violation de droits humains. Okay, donc ça, c'est des gens qui considèrent qu'ils ont des preuves, des témoignages, etc., et qui ont envie aussi de se taper toute la procédure judiciaire et les moyens de payer pour la procédure judiciaire, sauf qu'il y a des organismes qui prennent en charge les plaintes. Donc, 5558 plaintes. Pour l'instant, il y a eu uniquement 38 agents qui ont été mis en examen. Okay, donc il y a un décalage total entre l'ampleur des violations de droits humains et la réalité après des mécanismes de surveillance, d'imputabilité et de sanction des abus et des violations de droits humains. Le ministre de l'Intérieur, Blumel, dit que l'état de droit fonctionne au Chili. Il n'y a pas d'impunité au Chili. Dans la pratique, l'état de droit, à cause du non-respect des protocoles judiciaires et policiers, l'état de droit il est très défaillant. Il y a un cadre légal, c'est vrai, mais qui est dysfonctionnel, pour commencer. Et ensuite, dire qu'il n'y a pas d'impunité, pour l'instant, en tout cas, de facto, il y en a eu. Ce que dit le gouvernement, c'est qu'il dit tant que les gens n'ont pas été condamnés par un juge, on ne peut pas parler de violation de droits humains. Mais si on attendait que les juges condamnent les responsables, ben, il y aurait des violations quasiment nulle part. Parce que dans la très grande majorité des pays où il y a eu des dictatures, il n'y a jamais eu de procès après. Donc si on prend ça comme critère, en fait, les violations de droits humains dans le monde, ça n'existe pas. Parce que c'est la norme, c'est plutôt l'impunité. Donc si on ne peut pas prendre ça comme critère pour évaluer le degré de violation de droits humains. Mais c'est ce que fait le gouvernement chilien. Donc quand il dit qu'il n'y a pas d'impunité ou il n'y aura pas d'impunité, pour l'instant, de facto, il y en a eu. Aujourd'hui, pas au début. Et là, je vais laisser Isabelle conclure sur la question aussi de la perspective qui s'en vient. Une des particularités de cette révolte sociale est celle de l'horizontalité du mouvement. Donc, le Chili vit, comme Marcos l'a évoqué tout à l'heure, pas seulement une crise socio-écologique et une crise sociale, mais aussi une crise politique. Donc, la classe politique est délégitimée aujourd'hui. Les citoyens ont une profonde méfiance à l'égard de la classe politique et des partis politiques traditionnels, y compris les partis de la gauche. On ne fera pas maintenant une présentation sur les enjeux qu'il y a eu autour de la signature du pacte social et qui a mené, en fin de compte, à l'adoption de cette décision de faire un plébiscite le 29 avril prochain. Pardon, le 26 avril prochain, mais la réalité est celle que la méfiance est le principal sentiment de la population à l'égard des décideurs politiques actuels. Alors, c'est très particulier la façon comme ça fonctionne, ce mouvement qui est pourtant si massif, si important, si amplifié à travers les pays et qui n'obéit à aucune structure et à aucune articulation organique. Et toutefois, malgré cela, on constate une forme d'organisation qui est très impressionnante, qui est très surprenante même, et qui fait en sorte qu'il y a une division des rôles, qu'il y a une articulation à travers les pays, et qu'il y a là une émergence, une façon de se prendre en main. Donc, la population se réapproprie des espaces publics. La rue est à nous aujourd'hui et la population est là pour aussi défendre les droits fondamentaux qui aujourd'hui sont réprimés. Et alors, on constate une émergence de divers types de groupes
et qui prennent en main divers besoins qui émergent autour de la protestation sociale. Et je vais illustrer avec un seul exemple qui nous a été bien explicité par les acteurs qu'on a rencontrés, c'est celui de l'accompagnement au niveau de premiers soins. Donc, sans doute que c'était une urgence à laquelle répondre immédiatement. Lorsque la répression s'est produite dans les manifestations, il y a des gens qui tombent blessés sur place. Et la difficulté de les sortir, de les amener ailleurs, les ambulances ne sont pas toujours... n'ont pas toujours la facilité d'accès. Pour l'avoir moi-même personnellement vécu, parfois la police bloque les passages des ambulances. Alors, il fallait trouver des façons de faire pour pouvoir accompagner ces blessés. Donc, il y a 3 lignes de services qui se sont organisées de façon un peu spontanée. Donc, la première ligne de service, bon, il y a la première ligne des manifestants qui défend les manifestants, mais il y a la première ligne des services de santé qui sont pour la plupart des étudiants de médecine. Il y a plus de 2000 étudiants de médecine qui se sont offerts volontairement pour contribuer à pouvoir assister les blessés. Donc il y a cette première ligne qui est celle qui s'occupe de retirer les blessés des lieux où ça se passe, les problèmes. Donc de les retirer du cœur de la manifestation afin de pouvoir les assister. Ça c'est la toute première. Donc des gens qui risquent énormément, et comme Marc l'a évoqué, des gens qui se font blesser eux-mêmes. À travers les passages du temps, ces gens, ils se sont munis d'identifications appropriées pour qu'on puisse voir de très loin que c'est effectivement des services de premiers soins. Donc ils ont des casques, des croix-rouges, des dossards avec des croix-rouges, souvent ils ont des civières, etc. Donc malgré cela, il y a de nombreux cas en fait, de ces personnels-là qui ont été également blessés. Mais alors il y a ces premiers services qui sortent les blessés des manifestations et qui les amènent dans des points, et ça encore une fois, c'est la démonstration d'une sorte de tissu social organisé qui se met en place, et dans les quartiers ou dans les lieux de proximité des manifestations, il y a des espaces qui ont été habilités pour recevoir les blessés. Et ça, c'est les voisins, en fin de compte, qui ont permis que des ruelles ou des coins de rue qui étaient plus protégés deviennent des points des Croix-Rouges, des services d'attention de blessés. Donc, il y a une certaine installation qui s'est mise en place avec un certain nombre d'équipements, enfin. Et là, on retrouve donc la deuxième ligne de services de santé qui accueille le blessé et qui établit un premier diagnostic, si on peut dire, préliminaire de la situation et qui donne les premiers soins. Donc, et c'est à partir de ce moment-là, les blessés ils sont soit immédiatement traités, puis si la blessure était légère, donc les personnes ils peuvent partir ou bien retourner chez eux. Ils sont accompagnés ou vont donc dans la troisième ligne qui est celle des médecins qui vont les traiter soit dans des lieux de points de santé ou dans les lieux improvisés des points de santé. Marcos évoquait la problématique des centres de santé et puis des hôpitaux qui est très contrôlée par la police et même les blessés qui arrivent dans ces lieux pour se faire traiter suite à des blessures qui se sont produits dans le cadre des manifestations. Et la déposition et même les diagnostics des médecins doivent se faire devant les policiers. Et les policiers interviennent sur l'écrit des diagnostics pour qu'il n'y ait pas vraiment de trace comme quoi que la blessure est causée par un projectile ou autre type de situation associée à l'intervention de la police. Donc les médecins ils se sont retrouvés, enfin ils se sont confrontés à trouver d'autres lieux pour pouvoir traiter les patients. Donc ça montre un petit peu cette articulation citoyenne où en plus on trouve des liens de solidarité puis d'entraide entre différents secteurs de la population. Donc il y a les universités, les étudiants des droits, c'est la même situation, sont très nombreux à travers les pays, les étudiants des droits qui sont mis à disposition des avocats et des services de defensoría jurídica, des défenseurs juridiques, pour pouvoir accompagner gratuitement les victimes de la répression. Donc, ils les accompagnent de façon systématique, et puis bon,
pendant des années. Parfois, ça va être des cas, on l'a vécu dans les temps précédents, des temps de dictature. Ce sont des équipes qui accompagnent à travers des années les victimes jusqu'à, en fait, qu'ils puissent avoir une résolution en justice. Et il y a cela, il y a aussi les équipes d'accompagnement psychologique qui se sont mises en place, et cela autant pour les victimes que pour les proches des victimes. Comme vous pouvez imaginer, la victime, c'est une personne, ce sont plusieurs personnes, mais il y a tout un réseau de proches, d'amis autour qui subit l'impact de ces situations-là. Et parfois de façon très forte. Un phénomène qui est à mentionner également, qui a été évoqué par plusieurs de nos interviewés, c'est le phénomène de la retraumatisation des victimes de la dictature. Donc des gens qui ont été victimes eux-mêmes pendant la dictature ou ont été proches des victimes, qui revivent à nouveau les drames en fait compte de ce qui a été vécu en temps de dictature et qui est très fort. Donc il y a une partie de la population, surtout des gens plus âgés, et qui vivent de façon particulièrement dramatique ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Il y a beaucoup peur, et puis bon, en contraste avec les jeunes qui sont dans la rue, qui n'ont pas peur, et vraiment c'est assez remarquable de constater qu'ils n'ont pas peur, et puis sont prêts, et ça ils nous l'ont dit de façon explicite, à aller jusqu'au bout, mais ils ne vont pas quitter la rue. Et ça, on a entendu ces mêmes termes de la part de certaines, notamment le maire de Valparaíso, lui-même, il est prêt à aller jusqu'au bout dans ces combats, dans cette lutte, dans cette revendication sociale. Donc il y a une détermination d'aller jusqu'au bout, et puis il y a tout un réseau citoyen qui se met en place, dans les quartiers, au niveau territorial, dans la défense territoriale, dans les quartiers populaires par exemple, la même chose. Et en fait, les premières initiatives étaient là pour défendre la population. Donc, s'il y a des gens blessés, s'il y a des vieilles personnes qui étouffent pour le gaz, en fait, des questions, des besoins, des premiers soins très proches des gens. Mais de plus en plus, ça devient plus sophistiqué. Et puis d'ailleurs, on peut évoquer comme exemple de cet effort et de cette intention de mobilisation et de structuration de la population en général, los cabildos. Cabildos, c'est des assemblées populaires, en fin de compte, qui ont été appelées à travers les pays partout. Vous savez, le Chili vit un moment constitutionnel important. Et bon, la question constitutionnelle n'a pas été mise en place suite à l'éclat social de maintenant, mais ça date de bien plus longtemps. Cette exigence de changer la constitution héritée de la dictature de Pinochet. Mais là, il y a comme une opportunité, et autour de ça, la population s'organise en assemblée populaire pour discuter. Que fait-on dans cette constitution? Alors nous-mêmes, on a eu l'occasion de participer, moi j'ai pu participer à un de ces cabildos qui avait été convoqué par un regroupement d'organisations des droits humains. Il y a environ 70 organisations de tous les grands Santiago qui sont venues, puis pendant presque toute la journée, et nous avons discuté en plénière et en atelier sur la question des droits humains et comment nous envisageons, eux, ils envisagent les droits humains au sein de la Constitution. Donc cet exercice, ça se répète à travers les pays. Et bon, et c'est associé bien sûr à ce regard intégral des droits humains, qui a d'ailleurs animé notre mission. Nous, lorsqu'on est parti, on s'est dit on veut aller voir ce qui se passe, pas juste les droits humains en termes d'intégrité physique des gens, des personnes, mais aussi les droits du travail, les droits des autochtones, les droits des femmes, les droits des enfants, les droits environnementaux. On voulait avoir un regard un peu plus global de la question des droits. Et puis c'est beaucoup les sentiments qui animent les citoyens. Ce désir de voir la question des droits comme quelque chose d'intégré. Et donc les questions de qualité de vie sont associées aussi à la question de la contamination, de la possibilité d'avoir de l'eau ou pas, de l'eau de qualité, de vivre à côté d'une industrie ou pas, qui émet des gaz toxiques ou autre. Donc cette préoccupation de protection territoriale est présente. Donc il y a plusieurs activités qui sont prévues au niveau territorial et au niveau centralisé aussi dans les prochains mois, semaines, etc. Et bon, un des moments clés, c'est le mois de mars.
vous savez, l'accalmie qu'on constate à tous les niveaux de ces temps-ci, c'est l'été, c'est les vacances. Mars, c'est la rentrée. Et ça s'annonce très, très, très fortement. Tout le monde, il y a, à tous les niveaux, autant gouvernemental que social, tout le monde attend le mois de mars avec grande expectative. Et c'est un mois de mobilisation. Déjà, les mouvements féministes appellent à une grève totale les 8 et le 9 mars, une grève générale. Donc les mouvements féministes, et ça pourrait faire l'objet de notre conférence éventuellement, on n'en parlera pas plus ici, mais c'est quand même assez significatif le rôle que les femmes jouent de plus en plus au Chili. Ce n'est pas que les féministes, mais les femmes en général. Les femmes qui, pour beaucoup, sont restées seules, proches des victimes de la dictature, qui ont eu à se prendre en main, des femmes qui étaient jusqu'à là très dépendantes des hommes, en général, dans le foyer. Et donc, le mouvement des femmes y a pris beaucoup de force. Et aujourd'hui, c'est un des mouvements qui soulève le plus fortement et clairement des alternatives politiques, ou qui tentent de soulever des alternatives politiques, et s'articule. Même la semaine dernière, si je ne me trompe pas, l'avant-dernière, il y a un parti politique des femmes qui s'est inscrit officiellement et formellement, donc qui est devenu institutionnalisé. Donc les femmes qui soulèvent la question des multiples oppressions qu'ils subissent, autant dans leur corps que dans les territoires qu'ils habitent, dans les territoires auxquels ils appartiennent. Donc ils soulèvent la question de repenser et reconstruire nos rapports au corps et au territoire, très fortement, très fortement, qui amène une inspiration nouvelle, qui est très en syntonie avec les cosmologies autochtones, par rapport à la question d'un racinement dans une trame de vie. Et donc aujourd'hui, les femmes y jouent un rôle, un protagonisme qui est tout à fait nouveau dans la réalité politique chilienne et qui fait contrepoids à cette classe politique délégitimée. Donc les perspectives en ce sens sont celles d'une mobilisation sociale qui se poursuit et qui a été annoncée comme redoublée dans les mois qui viennent. Et une articulation citoyenne territoriale qui se renforce de plus en plus aussi, mais dans beaucoup, en même temps avec un héritage de divisions, un héritage de multiples déchirures, mais qui tente malgré tout cela de prendre force. Ces processus constituants, avec cette date charnière de plébiscite qui va décider si on change ou pas la Constitution, et comment, à travers une assemblée citoyenne ou à travers une commission mixte. Et par ailleurs, cet appel à l'opinion publique internationale a exercé une pression importante. D'ailleurs, il y a un appel à la mission d'observation pour les plébiscites comme tel. Et en ce sens, et pour finir avec ça, le Chili, qui est le berceau du modèle néolibéral, vous savez, c'est à l'école de Chicago avec Milton Friedman, et eux, ils ont constitué eux-mêmes les premiers conseillers, les proches conseillers de Pinochet à l'époque de la dictature, qui a permis de mettre en place tout ce dispositif à travers la Constitution pour pouvoir développer le modèle. Et aujourd'hui, on vit au Chili les modèles exacerbés. Donc, il constitue à la fois un lieu d'études, d'analyse, d'observation pour, en fait, les mondes, pour constater l'évolution de ces modèles et finalement, qu'est-ce qu'ils donnent en termes de résultats, en fait, étant présentés comme la panacée pour le développement social et humain. Alors avec ça, je pense qu'on va finir notre exposé.